Mon fils qui fond en larmes en conférence de presse, Shapovalov-Sinner, un match absolument exceptionnel, épique de 4 heures, Kyrgios qui rend bizarrement hommage à Nadal, une seule nuit à l'Open Australie mais déjà pas mal de drama, on s'installe tranquillement, prenez-vous un petit café, c'est votre digest australien et on attaque tout de suite avec le côté réseau. L'image tristoun de l'année dernière, c'est un Gaël Monfils en larmes en conférence de presse à l'évocation de sa maman, il a déclaré donc en conférence de presse « Je me sens jugé, je suis déjà à terre, vous me tirez dessus, je demande un peu de clémence, ça me fait mal parce que je taffe, vous le voyez que je n'y arrive pas, je m'entraîne comme un boucher et ça ne passe pas, quand le mec est à terre, faut pas le shooter. » La situation, on le sait, elle est particulièrement difficile pour Gaël Monfils qui était un des tout meilleurs joueurs du monde avant le premier confinement, il remporte Montpellier, il remporte Rotterdam, il fait une demi-finale à Dubaï, il est à 2 doigts de battre Novak Djokovic qui était absolument imbattable à ce moment-là, et bah là on se retrouve avec un Gaël Monfils qui n'arrive plus à jouer correctement au tennis, qui perd en 5 là contre Rusovori, et il est en grosse situation de crise. Alors, on a déjà parlé de Gaël sur la chaîne pas plus tard qu'il y a 2-3 jours avec une vidéo assez à charge sur le tennis français, sur Benoît Paire et sur lui notamment, et moi ce que je trouve un petit peu dommageable dans cette situation, c'est qu'on a toujours cette dichotomie entre des déclarations où il nous dit, surtout son entraîneur Günter Brosnik nous dit donc que Gaël peut remporter un grand chelem, lui il dit qu'il peut jouer jusqu'à 40 ans, il se sent bien, il pense que son corps est encore suffisamment bon pour pouvoir jouer encore 5-6 ans au très très haut niveau, donc on a cette dichotomie entre ça, et d'un autre côté, eh bien une hygiène de vie qui n'a pas forcément l'air d'être totalement optimale, on l'a vu streamer jusqu'à 4h30 du matin à 5 jours de son premier match à l'ATP Cup, mais je pense personnellement que dans des carrières aussi longues, là Gaël Monfils ça fait plus de 15 ans qu'il est sur le circuit, dans les carrières aussi longues, il n'y a pas de miracle, vous obtenez ce que vous méritez à mon sens. Quand vous travaillez très fort, très dur, et que vous avez un minimum de talent et de potentiel comme Gaël Monfils, logiquement les résultats doivent suivre votre investissement au quotidien. Et aussi quand vous avez 34-35 ans et que vous essayez de réinventer votre tennis d'un coup comme ça, d'être plus offensif, chose qu'on lui dit de faire depuis au moins 10 ans à Gaël Monfils et qu'il n'écoute pas, il a toujours cette tendance à défendre, à grinder, et là voilà, à 34-35 ans tu te réveilles, tu te dis bon voilà je vais changer mon tennis, mais non, ça prend du temps de se reconstruire, de mettre bloc après bloc des nouvelles choses dans sa tactique, dans son jeu, et là Gaël est dans une situation de crise un petit peu logique malgré tout, mais j'ai pas non plus envie d'être trop à charge avec lui, c'est un personnage sympathique, un personnage attachant, un amuseur mais aussi quelqu'un de tendre et à fleur de peau, on l'a vu sur cette conférence de presse, et malgré tout voilà un peu de tendresse quand même pour Gaël, et on espère qu'il va se ressaisir très vite parce que c'est quand même l'un des porte-drapeaux du tennis français, mais encore voilà, j'insiste, cette dichotomie entre vos propos et vos résultats, c'est ça qui crée une espèce de fracture dans le public qui n'arrive pas à comprendre en fait pourquoi vous perdez aussitôt alors que vous déclarez 3-4 jours avant que vous êtes capable de gagner un grand chelem. Il y a un vrai problème au niveau de la communication et il faudrait pas non plus toujours penser que faut toujours dire la vérité aux journalistes, il faut toujours se confier à eux comme si on était sur un divan. Non, il faut utiliser les journalistes pour faire passer des messages, mais il faut aussi faire attention à ses propos, surtout quand on n'est pas capable de les assumer. C'était l'énorme match de la nuit dernière qui a fini très très tard, qui a fini à 1h du matin, heure australienne, Shapovalov contre Sinner, on a vu un match extraordinaire, vraiment avec beaucoup d'intensité, dramatique également, Sinner qui allait complètement au bout de lui-même, qui aurait dû, je pense, perdre en 3 voire en 4, mais il a commencé le match pied au plancher avec un schéma assez difficile pour Shapovalov qui, donc ici, a eu cette tendance à aller trouver, oula la flèche est un petit peu ratée, à trouver cette diagonale en coup droit, mais le problème c'est que ça arrivait sur le meilleur coup de Sinner, le revers, et il a pu distribuer à sa guise de tous les côtés, ici, par là, paf, voilà, Sinner a été en contrôle, et surtout, qu'est-ce que c'était beau à entendre les frappes de Sinner, toujours centré, très très fort, campé sur sa ligne, il a distribué dans tous les sens, un côté méthodique, un côté robotique même peut-être, à la limite un petit peu comme Djokovic, il m'a particulièrement impressionné sur cette entame de match, j'avais carrément des frissons sur certaines frappes, j'ai trouvé qu'il était vraiment extrêmement bon, extrêmement solide, surtout qu'on sait qu'il avait quand même bataillé contre Travaglia, bataillé contre Khachanov en demi et donc en finale simplement hier, et là il a réussi à attaquer tout de suite pied au plancher dans un schéma où il était plutôt en confiance contre Shapovalov dans le premier set. Un autre point très intéressant dans cette opposition, c'est la manière qu'a eu Sinner de jouer dans le contre-pied. Alors là on voit ici Shapovalov qui va se replacer vers le centre du court, ce qui est tout à fait normal, il anticipe peut-être un long ligne de la part de Sinner, mais non, on a eu sur ce coup un revers bombé qui est venu donc mourir dans la lucarne et qui a pris à contre-pied Shapovalov, il l'a fait assez régulièrement dans les 2 premières manches Sinner, et ça je trouve que c'est une de ses plus grandes qualités, c'est qu'il a une vraie lecture de la zone qui va aller déranger son adversaire, et déjà à 19 ans en fait on a une maturité tennistique qui est assez impressionnante, ça c'est un des exemples qui trahit vraiment
vraiment cette grande maturité tennistique. Shapovalov aurait certainement pu et dû finir le match avant dans le 4e set, il a un break d'avance, surtout que Sinner à ce moment-là, il a plus trop les jambes, il arrive plus trop à bouger, on voit que les petits pas d'ajustement, c'était plus trop ça à ce moment-là, mais Sinner s'est accroché et il a utilisé à sa guise le public, l'énergie du public pour essayer de se remotiver. Shapovalov aussi, 71 fautes directes dans tout le match, quasiment donc 2 par jeu, ce qui est quand même assez énorme, il a arrosé dans tous les sens, ça c'est son habitude, on le sait, c'est un de ses péchés mignons, il a du mal à tenir l'échange, mais malgré tout, il aurait dû pouvoir finir le match avant, et chapeau bas à Sinner d'avoir réussi à rallonger le match, il a tout donné, il a laissé ses tripes sur le court, et ça c'est extrêmement prometteur pour la suite de sa carrière. Et un peu à l'image de Rafael Nadal, qui a cette habitude de retourner loin et qui a été le sparring partner de luxe de Sinner avant l'Open d'Australie, eh bien on a vu l'Italien retourner très loin vers la fin du match pour laisser tout simplement les occasions à Shapovalov. Bah vas-y, fais la faute mec, j'attends. Donc on avait donc des services ici, paf, et donc Sinner qui s'amusait à renvoyer très loin, toujours avec sa grande qualité de frappe, et à attendre tout simplement que Shapovalov fasse les points et les fautes. C'était très bien vu de sa part, c'est comme ça qu'il a réussi à survivre dans ce match, et ça montre encore une fois cette grande maturité tennistique. Il a su s'adapter en fonction des dynamiques du match, et ça à 19 ans, c'est carrément, je pense, l'ADN d'un futur grand champion. Dernier point important sur ce match, l'intox de Shapovalov à la fin du 4e set. Alors il demande dans un premier temps à l'arbitre s'il peut aller aux toilettes, l'arbitre lui dit non, on laisse passer donc toute la durée de la pause, et ensuite on a eu un temps mort médical au niveau de l'épaule, un temps mort médical que je pense un petit peu bullshit à mon sens, qui a essayé de casser le momentum de Sinner. Aussi Sinner forcément assis 4 minutes sur sa chaise, il attend de se ramollir, de se refroidir. On a eu donc des petites tactiques comme ça, ensuite Shapovalov est allé finalement aux toilettes au prochain changement de côté, mais quand même ces petites tendances dans le tennis moderne à essayer de casser le rythme en utilisant le règlement à sa sauce. Il n'y a pas que Shapovalov qui le fait, mais je voulais vous le noter parce que c'est quelque chose que je trouve dommageable dans l'esprit, dans le fair play, dans la chevalerie. Pour terminer cette palette en beauté, on a eu un magnifique geste technique de la part de Nick Kyrgios qui nous a fait un check à la ramasseuse de balles avant son match, et surtout donc on a eu, si ça veut bien s'afficher, voilà, on y est, Kyrgios qui nous a fait une course, la fameuse course iconique de Rafael Nadal juste après le toss. Il nous a donc zigzagué comme ça jusqu'à la bâche. C'était un petit hommage, je pense, à son meilleur ennemi, Nick Kyrgios, qui s'est qualifié en 3-7. Il a commencé un petit peu coup-ci coup-ça, il y a eu un break, il a réussi à faire des breaks. Ensuite on a eu des coups fantasques comme d'habitude avec Nick Kyrgios. On le retrouvera au deuxième tour comme Bernard Tomic contre, Shapovalov. Et pour terminer, on va pas se quitter comme ça, la fameuse recommandation du jour, ma recommandation personnalisée tous les jours de la quinzaine, et on a 3 matchs à regarder avec un grand intérêt la nuit prochaine. D'abord, évidemment, le Nadal Djere, parce qu'il faut voir comment est-ce que Nadal a réussi à récupérer après donc son forfait intégral à l'ATP Cup. Il a simplement disputé un match d'exhibition contre Thiem au Day at the Drive. Donc comment est-ce que Nadal va réussir à se comporter sur ce match? Est-ce que le dos ça va aller? Ça va être très intéressant à suivre. Ce sera environ à 3h30 du matin. Comme le Pospisil Medvedev qui a un premier tour assez difficile. Pospisil, c'est une des pires non-têtes de série du tableau, donc un match intéressant à suivre. Et pour ceux qui n'aiment pas forcément se réveiller trop tôt dans la vie, on aura Tsitsipas contre Simon, le français auteur d'un magnifique livre l'automne dernier, qui affrontera Tsitsipas, mon favori personnel pour cet Open d'Australie. Sur ces matchs, mes pronostics, je vous dis Medvedev et Nadal en 4, Tsitsipas en 3. Vous pouvez aussi me donner vos pronos dans les commentaires. On se retrouve demain pour un nouveau Australian Digest. Portez-vous bien les Tenix.